comme ça sera plus simple. Ça m'a l'air compliqué. Mmh. En tout cas, voilà, et je remarque que notre chaîne a un petit succès. On fait des 200-300 vues, ce qui me surprend. Donc, merci à tous ceux qui nous écoutent et qu'on espère intéresser en résumant un petit peu l'actualité. Parce qu'on a la chance d'avoir Flavie qui épluche dans le détail l'actualité anglo-saxonne. Et n'hésitez pas à faire des commentaires. On est toujours intéressé du débat et les échanges seront intéressants. Merci à tous. Alors aujourd'hui, comme les vacances sont peut-être propices à un peu moins de nouvelles, étant donné que Macron a adjugé que les Jeux Olympiques imposaient quand même une trêve politique, ben, on va jouer cette trêve et aujourd'hui on va parler des médias. Des médias parce que je trouvais très intéressant les deux éléments qui sont assez marquants. Premièrement, le step down de Biden qui a fait quand même passer la presse de Biden est formidable, il va très très bien, à Biden ne va pas bien du tout, il faut absolument qu'il ne se présente pas. On a vu le switch et comment les gens ils sont habitués, s'y sont habitués, veuillez m'excuser. Et à côté de ça, on voit très récemment en France, et c'est la Providence, pour notre sujet, la CNews qui vient de... C8, j'ai fait l'erreur, excusez-moi. C8 qui vient de tomber, en fait, qui n'aura plus lisibilité. J'ai peu d'affinité avec le sire Hanouna, mais on peut s'en inquiéter. Je sais pas comment tu as reçu cette information, Flavie. C8, c'est le groupe Bolloré, voilà, c'est une première attaque, j'imagine, contre le groupe. Il s'agit de... CNews, ce serait un peu gros, voilà, on s'attaque, il y a plusieurs chaînes, Énergie 12, je crois, C8, on s'attaque aux plus petites. Alors, ceci dit, il y a aussi l'émission d'Hanouna. Est-ce que c'est ça qui est en jeu, en fait, aussi? Parce que je crois alors je suis pas du tout une spécialisée Hanouna, mais peut-être il y a des moments de son émission qui ont moins plu. Il a aussi un certain franc-parler. Alors, est-ce que c'est lié à ça aussi? Il semblait donner la parole à un peu tout le monde, peut-être d'ailleurs un peu trop à l'extrême droite éventuellement, ou trop à l'extrême gauche. Et c'était plutôt un espace, paraît-il, de liberté. Je suis pas très consommateur. Alors bon, moi je regarde pas ça de façon assidue. Les rares fois où je suis tombée dessus, c'est quand même très très vulgaire. Bon, il y a beaucoup de chroniqueurs qui sont pas tous pas très passionnants. Hanouna lui-même a une certaine liberté, c'est pas non plus voilà, un grand fin analyste et tout ça. Bon, voilà. Donc, mais c'est vrai qu'ils font parler tout le monde. Ils réagissent souvent à chaud sur des faits divers. Voilà. Donc, peut-être. Comme je regarde pas régulièrement, je peux pas savoir exactement quel moment a pu gêner, mais voilà. Alors aussi, la chaîne devrait être remplacée par une chaîne tenue par Kretinsky. Hein. Alors, il faut savoir que Kretinsky tente de racheter beaucoup de médias, entre autres en France. C'est un homme d'affaires d'origine tchèque qui investit beaucoup en France et qui prend beaucoup de place, et qui était le propriétaire de Marianne. Alors je crois que la Marianne, ils sont en train de revendre. Donc il y a encore du mouvement chez Marianne. D'ailleurs, ça doit être un petit peu compliqué pour Natacha Polony en ce moment. On pourrait aussi étudier un peu ce cas-là, parce que c'est un bon cas d'école de la presse indépendante en difficulté, hein, puisque Marianne était indépendant jusqu'à ce rachat par Kretinsky. Et donc là, ça devrait être remplacé, C8, par une chaîne tenue par Kretinsky avec l'équipe du journal Franc-Tireur, que tu connais d'ailleurs. Alors justement, éloigner les enfants, j'ai quelque chose à dire. Enthoven est quand même un sous BHL qui a une très jolie voix, un très franc-parler, et qui, à mon avis, rend très sensible la Rombière, mais est un philosophe de bac à sable, semi-analphabète, qui est assez impressionnant. Moi, je dois admettre que son dernier livre sur l'IA aurait pu devenir intéressant s'il avait... Il parle beaucoup de ChatGPT. Je crois qu'il aurait dû essayer de l'utiliser. Peut-être que ça aurait pu faire évoluer sa pensée sur le sujet. Il a des éléments de langage, il vend des livres. C'est vraiment, mais tout ce que je méprise, en fait. C'est des machines médiatiques qui sont des ahuris terminaux.
le parisianisme dans son jus. Enfin, j'ai les yeux ébahis, grands ouverts. Cet homme m'hypnotise, mais pas dans le bon sens. Bon, le problème, c'est tous ces titres de presse repris sur des expressions, enfin des slogans de la résistance, hein, que ce soit franc-tireur, libération, c'est un peu pénible. Oui, mais par exemple, Franc-Tireur, c'est un cas intéressant. C'est un échec absolu, personne ne connaît. Ce sont des personnalités bien établies à Paris, dans le monde de l'édition et dans le monde médiatique, mais ce sont des farces, quoi. J'imagine que c'est gavé de subsides alors qu'ils ont 2 viewers, la maman et le papa, et c'est tout. Donc non, c'est vraiment mais tout ce qu'il y a de plus méprisable, tout ce que je déteste. Alors normalement, oui, ils sont proches quand même d'une certaine, enfin d'une volonté de gauche laïque, et ils étaient normalement sur ce combat, parce qu'avec Enthoven, il y a, tu l'as cité tout à l'heure, je retrouve plus son nom. T'as cité la jeune femme aussi qui était sur ce. Comment elle s'appelle Peut-être la régie peut m'aider. Non, c'est pas Natacha Polony, c'est celle qui est à Franc-Tireur, mais qu'on entend beaucoup, qui est beaucoup sur les thèmes de laïcité, mais je vais retrouver ça. Mais oui, non, mais voilà, c'est en tout cas une début, enfin, ce sont des Caroline Forest, voilà. Ah oui, quand même. Ah oui, bravo. Caroline Forest, et il y a Christophe Barbier. Ah oui, ah non, mais c'est que des pointures. Qui dit en exergue du journal: face aux offensives de l'obscurantisme, rallumons les lumières. Oui, mais bon, moi je fais des barbecues et j'ai envie de les y mettre, donc bon, c'est humoristique évidemment, je ne tue personne. Bon, écoutez, ce qui est intéressant, c'est que là au moins il n'y a pas de doute à avoir, on est vraiment sur tout ce qu'il y a de plus simple et de plus stupide, dans le lissage, quoi. On va vraiment retourner à du simple, du lissage. Bon voilà, en tout cas, ça c'était pour C8, on voit quand même une attaque à la liberté de la presse, et on a vraiment une presse aux ordres, autant en France, qui a toujours été très très bas dans les classements de liberté de la presse depuis au moins 20 ans. Et on voit, je voulais mettre ça en parallèle avec la presse internationale, justement. Oui, alors juste pour terminer sur la France, pour les classements, la France est bas pour une raison, la raison majeure, c'est sa dépendance, alors maintenant elle est absolue, hein, quasiment, à des grands groupes financiers. C'est son manque total d'indépendance vis-à-vis de grands groupes financiers. C'est le critère le plus mauvais pour la France dans le classement RSF, hein, c'est un classement Reporters sans frontières. Et c'est vrai qu'il faudrait que je regarde aussi comment est classée la France, mais évidemment, ce sont les journaux scandinaves et allemands qui sont en premier, mais la France, je vais vous trouver le classement. C'est vraiment pas terrible. La régie nous dit qu'apparemment C8 et Énergie 12 ont été relevées de leur fréquence TNT car elles étaient déficitaires. Ouais. On est content d'apprendre que l'Arcom, qui est quand même un objet de censure, ait des considérations sur le déficit des chaînes, en fait. Surtout que si j'ai bon souvenir, vous me pardonnerez et vous me corrigerez que c'est une chaîne privée. C8. Oui, et donc, de toute façon, oui, ça n'empêche pas que les licences sont compliquées à obtenir. Enfin, justement. Excusez-moi si j'ai envie d'être déficitaire et de claquer tout mon pognon à Ah faire oui, non, tu veux dire vidéo pour sur les l'argument du gros, ça me regarde. déficitaire. En Oui. quoi est-ce que l'Arcom, non, l'argumentaire de l'Arcom, ça a été de dire qu'il y a eu des moments tendancieux, homophobes, insultants, et Ouais. c'est pour ça que Alors, je reviens juste rapidement sur le classement de la France, hein, donc classement RSF 2024. Évidemment, Danemark, Norvège, Suède, Pays-Bas, Finlande en premier. Viennent Estonie, Portugal, Irlande, Suisse, Allemagne, Luxembourg, tous les pays baltes, hein. Belgique 16, Tchéquie, Islande, Nouvelle-Zélande, Timor oriental, France 21. Hein. Royaume-Uni derrière, hein, aussi. Voilà. Question, c'est quel est le premier pays, le pays le plus libre pour la presse? Le premier, c'est la Norvège. C'est tous les Scandinaves. Norvège, Danemark, Suède. En tout cas, je comprends. Parler de sardines, c'est pas très tendancieux, effectivement. Bon, écoutez. Non. En tout cas, voilà, c'est intéressant de voir ce raidissement. On a quand même un changement on a un paysage politique qui change tout pour ne rien changer, et on a maintenant une attaque à la presse qui peut gêner le pouvoir. Ça n'a rien d'étonnant, mais ça reste quand même navrant, quoi, très navrant.
Je te propose de passer aux médias internationaux. Je pensais plus précisément aux grandes enseignes comme Reuters ou le Courrier international. Et on se le disait en privé, on s'étonnait de voir systématiquement des premières pages qui sont des sketchs. On voit vraiment, enfin des sketchs. En tout cas, c'est systématiquement l'Occident qui s'attaque à, entre guillemets, ses opposants et à des grands pays. On voit, par exemple, j'avais noté il y a quelques jours en première page un article très complet sur la démographie chinoise en expliquant que la Chine était au bord du gouffre, euh, les risques d'extension des attaques israéliennes contre le Yémen ou plutôt amélioratif pour Israël et un article en première page tout en haut sur le méchant Orban. Que peut faire l'UE contre les abus d'Orban? Les abus d'Orban qui va discuter en tant que en tant que président avec des puissances étrangères pour la paix. Des abus comme ça, j'en veux beaucoup plus. Moi, je m'étonne en fait de la façon dont c'est habitué à une certaine presse. Moi, j'avais été en Vancouver en 2010 et j'avais ramené un petit métro, le journal qu'on trouve dans les transports, où il y avait du divertissement pur et dur. Et j'étais halluciné, outré, me disant, mais est-ce que c'est de la presse? Et j'aurais dû manger mon chapeau en avance parce que c'est devenu la norme et on s'est américanisé. Et on voit une presse internationale qui a l'air relativement aux ordres. Je ne sais pas ce que tu en penses, Flavie. Aux ordres de ce qui se passe en ce moment. De toute façon, aux ordres, après, la presse internationale, il faut savoir de quelle presse on parle. Là, tu citais Courrier international, c'est ça, et il y avait d'autres titres de journaux. Reuters, je pensais à Reuters, par exemple. Mais Reuters, c'est plutôt une agence de presse, donc ça, c'est un petit peu... Oui, c'est légèrement différent, effectivement. Tout ce qui est agence de presse ne sont pas censés faire du journalisme. Oui, non, mais c'est bon. Courrier international, ça a une sorte de ligne éditoriale de toute façon. Hein. Donc, on pourrait plutôt peut-être parler de la pensée unique dans les médias, c'est-à-dire que la plupart des médias, et peut-être qu'on pourra faire un petit insert sur les médias américains aussi, la façon dont ça a évolué aux États-Unis. Mais alors, le paradoxe, c'est qu'il y a quand même plus de liberté d'expression quelque part aux États-Unis maintenant, quand même, puisque excusez-moi, je suis désolée, puisque certains médias quand même ont par exemple contesté certains éléments de la guerre en Ukraine. Donc on constate que même des médias tout à fait mainstream, comme le Washington Post et le New York Times, ont sorti des articles sur ont traité certains aspects de la guerre en Ukraine de façon que peu de médias font en France, peut-être le Monde diplomatique s'y est essayé, mais... Et ça, c'est un autre sujet, mais c'est un sujet très intéressant qu'on peut traverser. Effectivement, la presse européenne semble beaucoup moins libre que la presse américaine, ou comme c'est un sujet très fréquent actuellement, la presse israélienne arrête à débunker un certain nombre de mensonges sur le 7 octobre. Bon, avec de la finesse. C'est la presse israélienne qui a osé quand même faire ce que personne n'ose faire. On voit effectivement le New York Times et le Washington Post, pourtant des organes, le New York Times, c'est l'organe de presse principal, le bateau mère de la presse démocrate, qui le lendemain du débat a fait une absolument incroyable avec Biden à la porte. C'est des gens qui ont les moyens de passer commande à Papa Noël de leur téléphone, on est content. C'est assez étonnant ce décalage entre la presse européenne dans lequel on ne peut absolument rien dire et si on évoque la guerre en Ukraine de façon légèrement neutre envers la Russie, prenons un cas extrême, on va nous expliquer qu'on est des salariés du Kremlin. Aux États-Unis, ils ont moins ce problème, même si les gens s'insultent et se traitent de tous les noms. Oui. Trump se fait traiter d'Hitler. On a oublié qu'il était au pouvoir. J'ai pas souvenir qu'il y ait des chambres à gaz. Trump se fait traiter d'Hitler, surtout en Europe. Enfin, en tout cas... La campagne est virulente. Hein. Il se fait traiter d'Hitler assez fréquemment. Mais je pense que par exemple sur la guerre en Irak,
en 2003, la presse américaine était totalement unanime, a vendu la guerre de façon extrêmement jusqu'au boutiste. C'est un peu moins le cas maintenant, peut-être pour l'Ukraine. Donc voilà. Mais tandis qu'en France, il est rare de lire des médias qui ont une lecture de la guerre en Ukraine plus équilibrée. On a une situation européenne assez étonnante. On a l'AfD en Allemagne qui veut sortir de l'OTAN et négocier avec les Russes, qui sont quand même pas des gens particulièrement tendres. En France, on a un RN qui veut diminuer les budgets, qui est beaucoup plus nuancé. Après, il y a quand même la stratégie de dédiabolisation qui bat son plein pour le RN. Je n'ai pas souvenir que la NUPES se soit beaucoup exprimée. Corrigez-moi, mais on en parlera dans la deuxième partie sur le sujet de l'Ukraine. Il faut aussi admettre qu'en France, le contexte politique est en particulier. Les partis ne disent pas grand-chose et essayent de tapisser le plus large possible. La presse est un vide absolu. Bon, on a quand même un état assez étonnant de la presse. On parlait de la Pravda comme une référence d'échec journalistique, sans être Oui, il faut quand excessif, même je crois. Quelques titres qui sont vendus en kiosque. Là, on ne va pas parler des chaînes YouTube sur lesquelles on peut avoir de l'information alternative. Mais Marianne et le Monde diplomatique sont quand même des titres sur lesquels on peut avoir peut-être une version un peu plus équilibrée. Après, je ne parle pas des titres d'un ou deux titres auxquels je peux penser qui sont plus classés très à droite. Donc c'est encore autre chose et qui ont une couverture, enfin qui sont pas extrêmement lus. Oui, en tout cas, on a une presse parce que Régis Debray disait, à mon avis, a raison. Un journaliste, c'est quelqu'un qui lit d'autres journalistes. Et il y avait eu il y a quelques années un phénomène qui, à mon avis, est quotidien et qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'une faute de frappe de l'AFP s'était retrouvée dans toute la presse. Quoi. Ouais. Donc en fait, est-ce qu'on peut parler de journalisme quand on fait du copier-coller de l'AFP ? Non. Ah bah non, mais c'est vrai que c'est ce que font la plupart des médias aujourd'hui. En plus, on a des armées de petits journalistes un peu Playmobil qui n'ont pas beaucoup d'idées sur rien, qui font des fautes d'orthographe et qui sont journalistes que de nom, en fait, en réalité. Donc oui, mais excuse-moi, là, je pense que tu parlais de quelque chose tu avais lancé un sujet là qui vient de m'échapper. Non, mais voilà, en fait, c'était tout simplement pour souligner qu'en fait, on peut expliquer aussi cet assèchement de la presse, parce que la presse ne fait que de la redite des grandes agences de presse. Il y en a 5 dans le monde, 3, je crois, occidentales. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une uniformisation. On dit que la presse est paupérisée, mais quand on voit les milliards qui sont déversés dans des journaux qui ne se vendent pas, on peut s'en étonner. En tout cas, peut-être que la répartition de l'argent devrait aller moins dans les grands cadres de ces boîtes et plus dans le journalisme de terrain. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un vrai questionnement sur la presse qu'on voulait évoquer ici. Cette uniformité dans le monde occidental, la difficulté d'accès à la presse étrangère, chinoise, russe, africaine, sud-américaine, pour avoir un peu d'autres perspectives, indiennes. Et on a l'impression que ça fait partie aussi des éléments qui permettent à l'Occident de se séparer un peu du monde, en tout cas de couper sa population un peu du monde. Il y a vraiment un enfermement. Et il y a aussi accompagné d'une politisation. On politise de plus en plus les sujets. Un fait n'est plus jamais un fait. Il devient un fait de gauche, un fait de droite. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve ça navrant. Oui, ça c'est clair. Les faits sont lus systématiquement à l'aune de l'idéologie, c'est-à-dire qu'il y a des faits qui éventuellement n'existent pas, ou des faits qui seraient des fake news ou des cheap news, ou on peut les appeler de toutes les façons qu'on veut. Là, aujourd'hui, on peut absolument faire ce qu'on veut avec le réel. Le réel n'est pas quelque chose de très intéressant pour la presse, et de plus en plus pour eux aussi, ça imprime un peu le cerveau des gens en général. Il y a un rapport au réel qui devient quelque chose d'assez vertigineux. Pour revenir sur la presse en France, ce qu'on reproche, dans ce que je disais tout à l'heure, le principal reproche du classement RSF, c'est que la plupart des titres de presse appartiennent à des grands groupes financiers ou industriels. D'où, évidemment,
un problème d'indépendance dans la ligne éditoriale, plus que parce que ça semble assez évident et c'est pour ça que dans les grands piliers de l'indépendance des médias sont l'indépendance de l'État, du gouvernement. Alors sachant qu'on a aussi, comment dire, on n'a pas un public media, on a aussi on a France Inter, on a des médias publics qui ne devraient pas être des médias d'État. Alors ça, c'est quelque chose aussi d'assez ambigu souvent. Mais là, en France, la quasi-totalité de la grande presse est détenue par des grands groupes financiers. Et c'est ce qui s'est passé, alors que c'était moins le cas, c'est quelque chose qui a commencé à grandir aux États-Unis, je dirais dans les années 70. La dérégulation de la presse sur la publicité, par exemple, ça a commencé comme ça, le temps de parole. Et puis progressivement, vous avez des patrons de grosses boîtes qui deviennent des patrons de journaux aux États-Unis dans les années 70, 80. Et donc, le journalisme d'investigation est de plus en plus compliqué. Et il y a même des journalistes qui ont été licenciés, mis de côté. Voilà, ça c'est quand même l'histoire de dégradation des médias aux États-Unis, en France. Après, il faudrait faire une étude un peu sur tout l'Occident, en tout cas visiblement pas en Scandinavie. De l'État de la presse. Il faut savoir que je crois que c'est en 96, il y a des grands groupes de des grands groupes de télécommunications qui sont Viacom, CBS, Time Warner, qui rachètent la plupart des titres, les titres de presse sous Clinton. Donc vous avez aussi vous aviez une grande presse locale aux États-Unis. Au niveau même des petites villes, plus ou moins villes moyennes au niveau des États, qui étaient très très importantes et qui a progressivement été rachetée, avalée ou a dû fermer ses portes. Donc c'est vraiment voilà, c'est aussi une tendance générale qui a atteint la France. Donc, les États-Unis, je crois que c'était les Big Five. Alors ça a peut-être un peu changé depuis, mais il y avait en gros, les grands groupes que je viens de citer, qui contrôlaient à peu près 5 grands groupes qui contrôlaient toute la presse. Et les tentatives de la commission sur la communication américaine ont été relativement infructueuses. Et après, Obama a tenté de s'attaquer à l'Internet, enfin, promouvoir un Internet ouvert et libre. Et ça a été aussi légèrement infructueux, d'où après les affaires Wikileaks et Assange. Donc, voilà, je fais un portrait assez rapide, mais c'est vraiment un élément très très important, le manque d'indépendance financière de la presse. Oui, moi j'ai envie de te proposer un peu ma vision de la chose de façon hyper. Bon, ben, ça prendra du temps de développer, mais les grandes lignes, en fait, c'est qu'on a vu effectivement une hyper-centralisation capitalistique, on a vu un rachat. Je sais pas si c'est vraiment Murdoch qui a relancé le mouvement, mais en tout cas, c'est un jalon comme un symbole des magnats de la presse, où les milliardaires viennent perdre de l'argent pour maîtriser l'information. Étonnamment, comme on a une société extrêmement âgée, finalement, l'Internet a certes a quand même coupé l'herbe sous le pied et pris une partie des spectateurs, mais les gens sont quand même habitués à la TV et qu'ils révèrent. On a quand même des médias qui se portent relativement bien, hein, même si faudrait regarder, j'ai cherché les données, mais je les ai pas trouvées. Puisqu'en fait, quand on parle d'audimat, on parle toujours du pourcentage d'une sorte d'assiette des gens qui regardent, mais on se dit pas qui est le total des gens qui regardent en réalité. On a des appréciations comme ça, on sait pas. On sait que les spectacles télévisuels sont de moins en moins regardés, les nouvelles générations étant tout à fait détachées de la télévision, sauf pour les films et les grands spectacles du dimanche. Mais on a donc ce phénomène où on est encore dans une phase où la télé est omnipotente, très puissante, et l'argent c'est quand même fort hybridé avec la politique. On sait à quel point, quand on voit les médias américains, on a vraiment une fusion, une collusion absolue entre le Parti démocrate et une partie de la presse, le Parti républicain, une partie de la presse.
et tout est et entièrement politisé. Il y a plus une presse qui peut parler d'autre chose que de teinter de la réalité à l'aune de ses besoins. Même, et là c'est le sujet sur lequel je voulais évoquer peut-être assez brièvement, mais même la presse scientifique, et c'est là où quand même, moi qui lis depuis presque 15 ans régulièrement Nature, Mmh. qui est la plus grande revue scientifique mondiale, et été étonné de voir progressivement, la première fois que c'est arrivé, j'étais complètement abasourdi. Je crois que c'était sous Bush, je crois que c'est l'élection de Bush, où j'ai vu pour la première fois un article qui évoquait la présidentielle, en parlant d'écologie. Mais maintenant, c'est devenu monnaie courante, c'est tous les jours, quoi. Pendant la dernière campagne, là j'en ai vu quelques-uns, mais je ne les ai pas notés tellement je m'y suis habitué. Tu avais des articles scientifiques sur si Trump prend le pouvoir, la carrière des scientifiques va reculer, la Ouais, science va reculer, la pratique scientifique va reculer. Si ouais, Trump prend le pouvoir, vous vous rendez compte, le réchauffement climatique, on va prendre 4 degrés dans les dents, chiffré avec des statistiques, une construction de données, mais